Bonjour, merci d'être là. Je me présente devant vous accompagné des deux responsables de la préparation du programme politique de ma proposition de candidature pour 2017, Charlotte Girard et Jacques Généreux, qui vont intervenir après moi. À mes côtés se trouvent les rapporteurs et rapporteuses des différents chapitres de ce programme, c'est-à-dire de ces 7 chapitres qui font le travail de recollement des contributions et d'approfondissement des propositions sur chacun de ces 7 points. De tout cela, il sera question dans un instant avec Charlotte. C'est un moment particulier du démarrage de cette campagne. Elle a commencé le 10 février dernier par l'annonce de ma proposition de candidature sur TF1 et dès le 11, le travail programmatique commençait. Puisque nous avons ouvert sur la plateforme le débat et l'appel à contribution. Il y a 2186 contributions qui sont arrivées et c'est un très grand travail de brassage, mais qui montre quels sont les centres d'intérêt des personnes qui se tournent vers le programme, notre programme, en particulier, qui signale la centralité de la question de la protection de l'écosystème, qui est envisagée à peu près par la plupart des contributeurs comme essentielle. La campagne sur le programme ne fait que commencer. C'est un processus assez long et je tiens à ce qu'il puisse être décrit pour qu'on en comprenne le sens et la place singulière. Pendant ce temps, les appuis à ma proposition de candidature se sont multipliés. Nous avons atteint les 105 000. Des groupes d'appui se sont constitués. Il y en a désormais 1020, me dit-on. Et nous avons engagé un travail de collecte des propositions, des promesses de parrainage. Vous savez que c'est assez spécial parce que, comme le système a changé, la collecte peut être qu'indicative. Les gens ensuite doivent déposer eux-mêmes directement, sans passer par le candidat, leur parrainage. Ce matin, nous en sommes à 140 promesses de parrainage. C'est une campagne qui va être longue, qui est évidemment cruciale, mais que nous abordons avec enthousiasme et tranquillité. Le moment auquel nous nous adressons à vous est situé entre l'émission des paroles et des actes que je vais faire jeudi soir et le rassemblement, le défilé, je dis rassemblement du 5 juin sur la place Stalingrad, qui devra en quelque sorte conclure cette première séquence qui aura commencé le 11 février. Il y a donc une place particulière pour ce travail d'élaboration du programme. C'est un très très important travail. Nous ne partons pas de rien, nous partons du document de base qui est l'humain d'abord. Mais il est tout à fait évident que celui-ci devait être très largement remanié, actualisé et surtout élargi à des aspects de la réalité que nous traitons dorénavant différemment. Je pense que Jacques Généreux s'exprimera sur ce sujet puisqu'il a eu la chance d'être à la fois rédacteur du précédent et responsable du suivant. J'ai échoué dans le front de gauche à obtenir que l'on discute de l'actualisation de ce programme. Et à ma surprise, beaucoup de gens vont répétant qu'il est temps d'élaborer un projet, comme si on partait de rien, comme s'il n'y avait pas eu l'humain d'abord, comme s'il n'y avait pas eu 4 millions de voix, comme s'il n'y avait pas eu un mouvement politique qui s'était constitué, enrichi, nourri, et que vous retrouvez dans les intentions de vote qui me sont prêtées. Car d'où croyez-vous que ça sorte? Pourquoi y a-t-il autant de gens qui se disent disposés à voter
pour moi si je suis candidat, sinon parce que pendant tout ce temps, ils se sont confortés dans leur adhésion à une vision sur le monde que portait le programme L'Humain d'abord et que dorénavant nous allons élargir. Voilà. Moi, ce sera pour l'instant ma contribution. Je vous propose que notre rencontre dure 1 heure et qu'ensuite nous ayons chacun vaquer à nos occupations. Je remercie tous ceux qui ont interrompu les leurs d'occupation pour être là ce matin. J'insiste, si vous le voulez bien, pour que le cas échéant, vous puissiez, après nous avoir entendus aussi, rencontrer les personnes référentes qui sont là, qui évidemment jouent un rôle tout à fait crucial dans notre travail. Alors, je donne la parole d'abord à Charlotte Girard, peut-être que tu te présentes, et puis après ce sera Jacques. Oui, bonjour à tous. Donc, comme Jean-Luc Mélenchon vous l'a expliqué, donc c'est un processus de construction de collective qui met au cœur la question du fond, c'est-à-dire le programme, le projet, la vision d'avenir que nous allons porter dans cette campagne. Alors, pour ma part, donc c'est un exercice auquel je ne suis pas rodée. Je suis effectivement maîtresse de conférences de droit public, mais militante évidemment aussi depuis assez longtemps, mais néanmoins, c'est bien la première fois que je m'engage dans un processus à cette place, un processus programmatique. Donc, ce travail d'élaboration collective, c'est un travail continu. C'est pas un travail qui aura, évidemment, qui a un point d'orgue, on va dire, au moment de l'élection, mais c'est pendant tout le processus qui précède l'élection, est un travail continu qui ne s'arrêtera pas avec le programme à proprement parler. Puisque c'est essentiellement aussi un travail d'échange. D'échange avec les insoumis. Donc c'est d'abord un travail d'insoumission intellectuelle et évidemment un travail d'action également. Bon. Le système tourne autour d'une logique contributive, c'est-à-dire que ce sont d'abord des contributions, Jean-Luc l'a rappelé, que nous avons recueillies au travers d'une plateforme dont on a déjà un petit peu parlé, mais qui est une plateforme assez perfectionnée, quoique simple d'accès. Et qui permet à tout un chacun d'apporter sa pensée, sa pierre. Et cette pierre, c'est pas un message qu'on jette ensuite à la mer et qui ne trouve aucun réceptacle, puisque nous lisons tout. Voilà, nous recevons, nous lisons tout et nous le faisons pas seulement parce que nous sommes géniaux, c'est pas le cas, mais parce que nous y avons intérêt évidemment, parce que nous sommes aidés. Il y a tout un groupe de jeunes militants absolument dévoués et très, très compétents, dont la moyenne d'âge est à peu près de 30 ans, qui travaillent déjà, d'autres sont encore en études et qui participent donc à hauteur de leur savoir. Avec ta permission, oui. Je trouve ça plus raisonnable. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent. Parce que pourquoi seriez-vous là-bas tandis que nous, on serait ici? Venez. Voilà, parce que je les regarde, ils me sourient. Et n'oubliez pas de sourire. Hein. J'aimerais bien qu'ils vous sourient. Voilà. Bon, alors tous ces amis, ces camarades travaillent à recevoir ces contributions. Donc, tu l'as dit, il y a plus de 2000 contributions qui sont arrivées depuis le 10 février, c'est-à-dire le moment du lancement de la campagne. Ces contributions, on les reçoit, on les lit, on les ventile d'abord par chapitre, c'est-à-dire qu'on les répartit en fonction des thèmes qu'elles touchent. On les lit, on les trie. Et on s'en inspire, c'est-à-dire qu'ensuite on va évidemment travailler, synthétiser. C'est pour ça qu'une première synthèse de ces premières 1500 contributions, il a bien fallu qu'on mette un terme à ce travail, enfin attention, un terme provisoire, et donc à 1500, mais on s'est dit on va travailler déjà sur ça, et on a un texte qui est paru et qui nous aide. C'est un point de repère en fait dans le temps, dans le travail, le processus d'élaboration. Cet exercice de récapitulation donc des contributions va à nouveau se produire avant l'été, c'est-à-dire il y en a un maintenant, il y en aura un avant l'été à nouveau, puisque finalement les contributions ne cessent d'affluer. Ce travail de synthèse va ensuite servir
à l'écriture d'un véritable programme qui, lui, sera présenté à l'automne. Et donc ce travail-là se réalise aussi grâce, donc je l'ai dit, à des contributions, mais aussi à des auditions. Et ça, c'est Jacques Généreux qui va vous en parler tout à l'heure. Là, je vais bientôt céder la parole. Et comme Jean-Luc l'a rappelé, l'écriture se fait non pas à partir de rien, et non pas seulement non plus à partir seulement des contributions, mais aussi à partir d'un acquis. L'acquis de l'humain d'abord, l'acquis de ces 5 années qui ont aussi été des années de réflexion. Les thèses de l'écosocialisme, le plan B assez récemment, les assises de la mer qui ont donné lieu à un plan mer, etc. Bon, bref, on n'a pas arrêté finalement de réfléchir. Et tout ceci eh bien, va nourrir le programme que nous mettrons en pâture dans la discussion populaire qui est normalement l'exercice d'une campagne présidentielle, en tout cas selon nous, c'est-à-dire un exercice d'abord sur le fond, le projet, la perspective de transformation sociale. Bon. Une fois que nous aurons ce programme, tout ne s'arrête pas. Donc le programme à l'automne, ce n'est qu'un point d'orgue, c'est-à-dire que c'est à partir encore du programme que nous allons continuer à débattre, mais cette fois-ci sur pièce, dans la société, dans le cadre de la campagne. Et nous entendons tenir également une convention nationale des Insoumis avant Noël, pour bien continuer cet échange sur le programme. Voilà. Donc, vous avez compris, ce qu'on vous dit là, c'est des allers-retours incessants entre, disons, le cœur de cette campagne et le peuple, voilà, et les insoumis, et tous ceux qui veulent y mettre la main. Voilà. Donc, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire ce matin. Jacques, peut-être, sur les auditions. Peut-être. Peut-être. Bien, bonjour. Alors effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, j'ai eu le privilège et l'honneur de participer à beaucoup de rédactions de programmes dans mon existence, et notamment à celle de notre précédent programme, l'Humain d'abord, et à cette nouvelle démarche. Et moi, je voudrais, puisque Charlotte nous a bien présenté la philosophie et la méthode de ce programme, insister peut-être justement sur la différence. Alors, puisqu'on parlait des auditions, pour compléter ce qui vient d'être dit, les auditions, vous vous demandez peut-être qui on écoute et comment on choisit finalement les gens que l'on va écouter dans ces auditions. C'est véritablement dans une perspective qui vise à réunir les deux bouts de notre source d'approvisionnement, en quelque sorte, je dirais, intellectuelle. Il y a la source citoyenne qui est fondamentale et qui vient des contributions et du travail remarquable de synthèse qui est fait par nos rapporteurs. Et puis, il y a une autre base, il y a la force propositionnelle des partis. Et nous n'allons pas nous renier, nous avons été des militants, et pas seulement, mais aussi des militants. Il y a une force propositionnelle des partis, donc il y a un acquis de tout le travail qui a été fait, notamment dans l'élaboration du programme L'Humain d'abord. Et puis, il y a cette autre force vive, évidemment, qui est l'expertise inouïe qu'il y a dans notre pays, pas seulement dans notre pays, mais en tout cas dans le nôtre, sur tous les sujets, de chercheurs, de praticiens, d'entrepreneurs, de syndicalistes, de personnes qui ne sont pas forcément, et le plus souvent, pas engagées dans des partis politiques, qui ont souvent, en revanche, des engagements citoyens. Ce sont quand même des gens qui se préoccupent un petit peu des affaires de la cité et qui le manifestent par leur choix de vie et leurs engagements, mais qui ne sont pas engagés dans des partis politiques, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, a priori spécialement favorable à la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou à tel ou tel parti. Et c'est évidemment pas pour nous un critère de sélection. Le seul critère de sélection, c'est trouver des gens qui, par leurs travaux, par les références qu'ils représentent, par leurs écrits, leurs articles, leurs contributions, leurs actions, peuvent être identifiés comme des sources
précieuse de questionnement, de propositions, de solutions. Alors, voilà le critère et l'objet. Et en discutant une minute avec Charlotte juste avant, on se disait, puis il y avait un paradoxe, on se disait finalement, première réaction, c'est des gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Quand on prend la casquette du militant politique qui a eu l'habitude, ce qui est mon cas depuis que je suis assez très jeune, parallèlement à mes activités professionnelles et universitaires, était engagé dans un parti politique, première réaction, c'est des gens qui sont pas comme nous en ce sens-là. Et en réalité, je lui faisais après cette réflexion, et nous tombions d'accord là-dessus. Non, en réalité, ils sont drôlement comme nous. C'est des gens comme Charlotte et moi, et beaucoup d'ailleurs de nos rapporteurs, et la plupart de ces gens, de ces hommes, de ces femmes que nous recevons dans nos auditions, ils sont comme nous en ce sens très singulier que nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous ne sommes pas des gens qui avons passé notre existence à faire des accords, des arrangements pour obtenir une place, une investiture, etc. C'est pas ça notre projet de vie, ce qui n'est pas une manière de dénigrer ceux qui se consacrent exclusivement à la politique, mais il faut bien entendre que ce programme est principalement élaboré à travers ces sources qui mobilisent et des citoyens, et des intellectuels, des chercheurs, des professionnels, qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ne sont engagés, pour lesquels il n'y a aucune espèce d'enjeu de conquête de tel poste, de telle place, etc. Et ça change beaucoup de choses. Et en ce sens, effectivement, il nous ressemble, Charlotte, moi et plein d'autres. Nous sommes des citoyens engagés dans la politique parce que, vu l'état de notre monde, il nous paraît absolument indigne et impossible de ne pas être engagé et de ne pas choisir son camp lorsqu'il y a des combats et des problèmes. Mais notre ambition, c'est l'ambition de travailler à comprendre et à apporter les solutions. Alors, la différence est essentielle. On évoquait le programme L'Humain d'abord. Oui, c'est une base, et c'est une bonne base quant aux orientations, quant à la philosophie, qui demande à être actualisée. Peut-être Jean-Luc qui reviendra avec vous sur les grands axes d'orientation, puisqu'à ce stade, évidemment, nous n'avons pas une liste de propositions, puisque le programme est en cours d'élaboration. Mais là où il y a une vraie différence et qui est une nécessité, et qui correspond, je crois, à l'attente, on le voit bien, des Français dans leur nouveau rapport à la politique et aux partis politiques, c'est qu'un programme qui est élaboré à partir d'une simple discussion entre partis, qui doit faire des arrangements, qui doit faire des compromis, qui ont une histoire, qui ont des contraintes politiques propres à leur histoire, qui peuvent avoir des perspectives et nécessairement donc des calculs politiques en termes d'alliances ultérieures, etc. Eh bien, on aboutit parfois à d'excellentes choses. Il y a d'excellentes choses dans le programme L'Humain d'abord, mais on aboutit parfois à l'effet d'une longue discussion et de longues tractations parce qu'il peut y avoir des sources de désaccords et qui, puis sur certains points, aboutissent à un texte. Finalement, tout le monde se dit, mais finalement, c'est quoi la position, c'est pas clair. Et dans les temps où nous sommes, franchement, nous avons besoin de clarté dans les engagements. Il n'est plus le temps d'attendre qu'une fois que les gens sont au pouvoir, ils savent ce qu'ils vont faire. Malheureusement, nous souffrons et nous crevons de cela en Europe depuis une bonne quinzaine d'années. Nous avons sous les yeux ce qui se passe quand on amène au pouvoir des gens qui, pendant 30 ans, ne se sont préoccupés que d'arrangements partisans, que d'arrangements entre groupes, entre sous-groupes, pour conquérir le pouvoir, et qui arrivent au pouvoir en ne sachant pas que faire. C'est-à-dire qu'ils commencent à se poser la question de savoir que faire au moment où ils sont au pouvoir. Alors, nous ne sommes pas dans cette démarche-là, et dans la démarche justement originale, qui est celle de la constitution de ce programme de la France insoumise, eh bien, on retrouve cela dans nos auditions, comme dans les contributions, comme dans les synthèses qui sont faites à partir des contributions. La préoccupation n'est pas une préoccupation de conquête du pouvoir, c'est pas une préoccupation de conquête de postes, d'alliances, etc. Tous les gens qui contribuent à cela n'ont qu'un seul souci, c'est la compréhension au fond des défis auxquels nous sommes confrontés et d'apporter des véritables solutions efficaces et innovatrices. Et donc ça change tout. Alors il sera à grand temps après, mais ça c'est l'affaire du politique.
en fonction de la sanction des électeurs, de discuter des alliances éventuelles qui sont nécessaires parfois pour gouverner. Et je voulais insister là-dessus. Et je terminerai sur ce point aussi, parce que ça m'agace souvent d'entendre ça. Et je profite de ce que vous êtes là pour vous dire que ça m'agace et à quel point c'est faux. J'ai souvent entendu dire, mais Jean-Luc Mélenchon, il est seul. Ben non, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas seul. Enfin, il est seul à être comme lui, ça, c'est sûr, ça. On va pas le changer. Mais nous en sommes tous là. Chacun a bien le droit d'être ce qu'il est. Non, il n'est pas seul. Voilà, je le connais depuis longtemps, mais dans ce mouvement, il n'est absolument pas seul. Vous avez le dossier de presse, vous avez la masse des gens qui soutiennent déjà sa candidature, mais ça n'est pas que cela, car gouverner, c'est pas juste être soutenu par des gens qui vous portent comme candidat, c'est être entouré d'une foule de gens qui sont compétents, qui sont des experts dans tous les domaines. Vous ne les voyez pas, vous n'en avez qu'une brochette. On a dit tout à l'heure, aimablement, et c'est bien pour la jeunesse et pour les étudiants et les doctorants, parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et donc c'est bien qu'on ait mis en valeur que nous avons effectivement des jeunes étudiants, doctorants, etc., qui sont déjà très compétents dans leur domaine et très engagés. Mais j'insiste aussi, et vous regarderez dans le dossier de presse notamment sur les rapporteurs, mais surtout ceux qui travaillent sur ces programmes, que nous n'avons pas que des étudiants et des doctorants. Nous avons des polytechniciens, des énarques, des hauts fonctionnaires, des statisticiens, des syndicalistes, des gens qui sont engagés dans la vie active depuis longtemps, des chercheurs, des scientifiques de très haut niveau. Certains travaillent sous pseudonyme parce qu'ils sont sur des fonctions sensibles et qu'ils ne peuvent pas, dans une période de campagne électorale, afficher ouvertement et directement leur position. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est tout sauf un homme seul. C'est une personne qui est entourée d'un ensemble de personnes qui, dans tous les domaines, que ça aille de l'économie à la défense, en passant par l'intérieur, les affaires étrangères, l'écologie, l'éducation, etc., a autour de lui des gens qui sont compétents dans tous ces domaines et qui sont prêts à gouverner. Et ils sont prêts à gouverner pourquoi ? Précisément parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui les distingue, c'est que, pour la quasi-totalité d'entre eux, ils ne consacrent pas leur vie à conquérir le pouvoir, ils consacrent leur vie à être de bons agronomes, à être de bons économistes, à être de bons administrateurs, à être de bons juges, à être de bons défenseurs des droits du travail ou inspecteurs du travail, à être de bons entrepreneurs. Bref, ils consacrent leur vie à bien faire les choses et à bien connaître leur métier, un domaine de la cité, des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et être prêt à gouverner, c'est ça. C'est être prêt à consacrer quelques années de son existence au service de la cité et non pas consacrer son existence à la conquête du pouvoir. Merci Jacques. Bon, je pense que c'est à vous. J'en prie, le Figaro. Déjà, vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez nous donner les grands axes du programme ? Oui, je vais le faire, merci. Comme ça, vous me fournissez la transition. Bon, j'ajoute aux contributions diverses et multiples la mienne. J'aurais juste un petit mot pour revenir là-dessus. Le travail intellectuel a commencé pratiquement à la sortie de 2012. Je sais qu'une partie est passée sous les radars, parce que l'actualité faisait tourner les yeux d'un autre côté. Mais je voudrais vous rappeler que les assises de l'écosocialisme ont commencé en décembre de l'année 2012. C'est-à-dire on sortait de la campagne présidentielle et immédiatement on est entré dans un travail intellectuel qui a été fondateur, non seulement en raison du nombre de réunions qu'ensuite nous avons tenues dans toute l'Europe et dans le Maghreb. J'ai personnellement fait le tour des capitales du Maghreb avec les thèses sur l'écosocialisme. Donc ce travail s'est jamais arrêté. Et bon, le document qui encadre ma propre vision du programme que nous sommes en train d'écrire, c'est le livre L'ère du peuple, qui représente lui aussi un énorme travail personnel de synthèse, évidemment qui n'est pas sorti tout armé de mon seul cerveau, mais des contacts avec tous ces intellectuels qui sont autour de moi et ces praticiens. L'ère du peuple, l'édition en cours a déjà rattrapé doit se diriger vers les 40 000 exemplaires vendus, c'est ça, hein.
Donc on est à 70 000 exemplaires de l'ère du peuple de vendus. Et j'ai dû faire une quinzaine de conférences pour le présenter. Donc je tiens à rappeler que c'est ça le cadre. C'est pourquoi toi tu es agacé par le fait qu'on dise que je suis seul. Personnellement, bon, ça ou autre chose, dire aujourd'hui c'est seul, demain ce sera un autre adjectif. Bon, moi ce que je trouve un peu exaspérant et un peu donneur de leçons de la part de toutes sortes de gens, c'est qu'on dirait qu'ils débarquent. Et d'ailleurs je crois qu'ils débarquent. En particulier quand je vois les socialistes dire oui, il est temps de réfléchir à un projet. Mais enfin, ces gens-là en ont inventé 3 en l'espace de 6 ans, si mes souvenirs sont bons, et ne se sont plus intéressés à rien. Ils n'ont travaillé avec personne. Ils ont eux-mêmes annoncé qu'ils adhéraient à l'écosocialisme, ce dont j'étais très content, puisque les bonnes idées sont faites pour être mises en partage. Moi, je ne prétends pas que nous en avons la propriété, mais en quoi consiste leur écosocialisme, c'est ce que nous ne saurons pas. Alors, le programme, il a 7 axes. Autrefois, il n'y en avait que 5. Évidemment, alors c'est toujours un casse-tête de savoir comment on les hiérarchise, qu'est-ce qu'il faudrait mettre devant, et puis à chaque fois j'idéalise dans un sens, il y a toujours un camarade pour penser que j'aurais dû la lire dans un autre. Bon, je vous la donne comme elle est sur mon papier et comme elle est dans mon esprit. Moi je crois que le point de départ, c'est la réorganisation de la société politique. Plus personne ne croit à rien, il faut donc que le peuple français se reconstitue en tant que peuple à travers un processus constituant qui permet de décrire les droits que chacun reconnaît aux autres et qui permet d'inscrire des règles qui sont des règles appelées par tout simplement la situation contemporaine et moderne. Qu'en toute hypothèse, les fondateurs de la Ve République ne pouvaient pas avoir à l'esprit. Naturellement, c'est donc d'un côté la fin de la monarchie présidentielle et de l'autre l'inscription de droits nouveaux dans cette constitution ou d'obligations nouvelles. Je pense en particulier, pour ce qui est de ce qui va être quand même la trame, c'est la question de la règle verte, se donner pour objectif qu'on ne prendra dorénavant plus à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Donc régler la dette écologique, qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus décisive à régler que la dette publique, qui elle est une question très simple. Et puis évidemment, la centralité du référendum révocatoire permettant de remettre en cause un élu en cours de mandat si un certain nombre de citoyens le demandent. J'en dis pas plus parce qu'il y aurait un paradoxe à dire on finit la monarchie présidentielle et moi Mélenchon je vais vous dire quelle est la bonne constitution. Non, justement il y a une constituante pour ça. Le deuxième point, ce sera évidemment la planification écologique. Vous vous souvenez de cette formule. Nous avons un peu étendu, je sais que le terme peut paraître un peu barbare, l'idée c'est le changement de la matrice productive du pays. Parce que nous voudrions, dans une même expression, rattacher l'idée qu'il faut non seulement changer la production, les moyens de production, mais aussi les modes de consommation. Parce que les modes de consommation, directement, créent la demande, et autorisent les offres les plus burlesques et les plus absurdes, notamment pour tout ce qui concerne les questions alimentaires, qui dorénavant sont une question centrale dans l'esprit des citoyens, mais qui semblent ne pas avoir vraiment atteint la sphère politique. Les gens sont conscients du fait que quelque chose est en train de mal tourner avec ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, avec la difficulté qu'ils aperçoivent autour d'eux, les maladies et un grand nombre de malformations. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous m'avez compris. Il va de soi que, une fois posé ça, après il y a la question du nucléaire. Donc très clairement et très fermement, je prends position pour la sortie du nucléaire. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ont inventé l'affaire, je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont maintenue, mais je dis maintenant nous avons une certitude, c'est dangereux, c'est très dangereux, et la combinaison du changement climatique avec la menace du nucléaire, c'est un mélange tout à fait dangereux, et il faut s'y mettre, il faut prendre la décision, évidemment, ça prendra du temps, il y en a pour 15 ou 20 ans, et il faut être capable à la fois de fermer, et en même temps de mettre en place les énergies nouvelles qui permettent de remplacer. Car bien sûr, j'espère que vous avez tous compris, je ne suis pas un partisan du retour dans la caverne avec des bougies, pour répondre à cette caricature absurde. Il faut aussi sortir des protéines carnées. Bref, il faut rompre avec toute une série de process de production et d'habitudes de consommation qui s'avèrent être intenables par l'humanité. Voilà, c'est cette référence qui sera constante maintenant à l'idée d'intérêt général humain
qui va structurer le programme de la révolution citoyenne. Car la révolution citoyenne, ce n'est pas la révolution socialiste. Ça inclut un certain nombre de ses tâches, mais ce n'est pas que cela. Et sa ligne d'horizon est l'intérêt général humain, l'intérêt de classe si l'on veut, pour autant qu'il contribue à l'intérêt général humain. Alors le point suivant, c'est le partage des richesses. Bon, alors je suis heureux de voir qu'une idée que nous avons longtemps défendue dans une certaine solitude est reprise d'une manière désastreuse, mais est reprise, qui est de créer un salaire maximum. Alors la Confédération européenne des syndicats continue à dire 1 sur 20, le journal Libération et M. Cohn-Bendit proposent 1 sur 100, parce qu'ils estiment qu'un salaire mensuel de 1 700 000 est une rémunération morale. Bon, puisque d'autres disent que c'est immoral, le niveau actuel. Bon, c'est pas tout à fait notre avis, et nous proposons qu'on ne mette pas la morale là-dedans, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel est le niveau de rémunération qui rend compte d'une réalité, qui a une utilité, qui récompense le mérite et la vertu, sans être une incitation à la débauche et à la nuisance, car évidemment un salaire excessif ne répondant à aucun besoin humain connu n'aboutit qu'à une chose, c'est à l'accumulation financière, aux consommations ostentatoires et à tous ces comportements individuels anti-écologiques. Bon, je donne que cet exemple sur le partage des richesses. On pourrait évoquer la révolution fiscale, la question de la réduction du temps de travail et surtout la définanciarisation de l'économie, qui est la partie la plus complexe. Après, il y a la sortie des traités européens et évidemment l'entrée dans un protectionnisme solidaire. Bien sûr, ça veut dire le refus du TAFTA et la discussion à ouvrir sur le futur traité et sur le plan B à mettre en œuvre dans le cas où nos partenaires n'accepteraient pas de rediscuter les traités actuels. Bon, je pense qu'il faut que les citoyens comprennent qu'en 2017, ils vont rencontrer une situation qu'ils n'auront jamais connue. Sans doute les Anglais seront-ils sortis de l'Union européenne, amorçant un déclin et une dislocation de cet ensemble politique. Il n'y a aucune chance que l'Union fasse mieux économiquement que ce qu'elle fait actuellement. Donc tout le monde sera à nouveau plongé dans la question de savoir s'il veut continuer à vivre dans la récession et la déprime. Il y aura un nouveau traité. Un nouveau traité est sur la table. Mesdames, Messieurs, j'y insiste, j'ai déjà lancé l'alerte à plusieurs reprises, un nouveau traité est déjà en train d'être discuté à l'initiative des 5 présidents, car nous en avons 5 en Europe, le président de l'Eurogroupe, le président de la Banque centrale, le président de la Commission européenne, le président du Conseil de gouvernement et le président du Parlement européen. Ces 5 personnes, 5 hommes d'ailleurs, ont proposé de réécrire un traité et le travail est commencé. Personne n'en parle, mais ce travail est commencé. Donc en 2017, ça serait bien qu'on en parle. Et j'adjure que cette fois-ci, tous autant que nous sommes, soyons plus sérieux que la dernière fois. Je vous rappelle que le mécanisme européen de stabilité financière qui se discutait en 2012, je me suis épuisé à essayer d'expliquer ce que c'était, et pendant ce temps-là, de quoi discutait-on dans ce grand pays? De la viande halal dans les cantines, je vous le rappelle. Donc ça va avec ça. Maintenant, il faut un peu passer aux choses sérieuses. Et en 2017, le pays devra trancher pour savoir s'il élit un président ou une présidente pro-TAFTA ou anti-TAFTA. Et nous avons un gouvernement qui est un gouvernement hypocrite, fourbe et sournois, qui à la télévision dit que le compte n'y est pas dans le TAFTA, et qui en douce, pendant ce temps-là, comme l'a révélé le journal Le Monde, pendant ce temps-là, a annoncé à ses partenaires, à ses principaux partenaires, qu'il était prêt tout à fait à entendre que des tribunaux privés d'arbitrage pour les multinationales puissent exister. Donc cette sortie des traités européens, ce n'est pas la partie du casse-croûte un peu ennuyeuse qu'il faudra absolument subir. C'est la question vitale de l'avenir de la patrie et de l'idée qu'on se fait du vieux continent qui est en train de très très mal tourner. Ça fait le lien avec le chapitre l'indépendance et la paix, dont je ne dirais qu'une chose, il sera caractérisé par la volonté de la sortie de l'OTAN, qui n'est pas non plus une question annexe, et l'émergence d'une nouvelle alliance altermondialiste. C'est la raison pour laquelle je me suis décrit dans un numéro de la Revue de la Défense nationale, que je vous invite à consulter, puisqu'il est entièrement consacré aux travaux que j'ai animés avec des amis sur ce sujet, comme un indépendantiste français. Indépendantiste, nous le sommes. Après, il n'y en a plus que 2, rassurez-vous. C'est la question du progrès humain, comme objectif de développement de la société. Le mot développement étant très connoté, Jacques Généreux a proposé que nous encrions sur l'idée du progrès humain comme finalité de la vie en société, et pas seulement les progrès d'indices divers économiques, mais l'amélioration des personnes que nous sommes par l'école, la santé, et ainsi de suite, l'éducation, et surtout le développement des pratiques culturelles
et sportives, mais des pratiques culturelles, comme le moyen le plus sûr, le plus stable et le plus avéré pour développer la sensibilité et la personnalisation des individus. Le dernier point, ce sera celui des nouvelles frontières. J'espère que vous aimerez ça, parce que moi j'aime beaucoup, et donc je vais beaucoup vous en parler. La première frontière, c'est la mer, deuxième territoire maritime du monde. J'espère arriver à faire entrer ce sujet dans le débat public. J'observe des frémissements intéressants, mais pas à la mesure des efforts que j'ai déjà déployés pour en faire parler. Quelques-uns d'entre vous, dès que je commence le chapitre, lèvent les yeux au ciel, parce qu'ils connaissent à peu près les formules essentielles, mais bon, il y en a pour 300 000 emplois, et il y va tout simplement de la bonne vieille méthode keynésienne, d'une relance de l'activité économique du pays par un secteur qui soit écologiquement responsable. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut une relance de l'activité, et cette relance doit être écologiquement responsable. Donc la manière de dénouer le paradoxe qui jusque-là affligeait la question du retour à la croissance, c'est qu'on ne savait pas de quoi était faite la dite croissance, et que ce dont on était sûr, c'est que c'était fait de n'importe quoi. La mer, l'espace. Bon, alors l'espace, j'ai bientôt fini, Madame Ravinel, je sens votre impatience, mais laissez-moi finir. L'espace, parce qu'on est en plein débat sur Ariane 6, bon, et la conception du futur Ariane 7, et que nous sommes en grand danger, puisque les Américains arrosent de pognon SpaceX pour permettre un procédé de tir de fusée qui, évidemment, écroulerait les coûts et nous mettrait en grand danger. Comme les Allemands ne veulent rien faire, et qui traînent les pieds dès qu'il s'agit de sortir un euro pour autre chose que pour les retraites par capitalisation, on a un peu de mal, mais il faut qu'on assume notre situation spéciale. Nous sommes le deuxième pays au monde pour la contribution individuelle des citoyens d'un pays à l'économie de l'espace. Voilà, c'est nous les Français qui faisons ça. Et la sonde Rosetta a été une magnifique réussite française. Je vous rappelle, et je vous dis qu'hélas, il n'y a plus aucune mission interplanétaire aujourd'hui en cours. La dernière, c'était celle de 1993 qui a abouti récemment. Bon, c'est une affaire de temps. Enfin, je finis, voilà, toc toc. Tiens, il faut quand même, sur l'espace, si je vous dis que ça ne va pas vous plaire, alors je vais vous donner au moins un exemple. D'abord, créer une entreprise nationale, ça va de soi, on a quasiment tout vendu. Et moi, je vais remettre de l'ordre là-dedans. Par exemple, la dépollution de l'orbite géostationnaire, c'est un projet extrêmement ample et urgent, parce que sinon, bientôt, on ne pourra plus mettre un seul satellite là-dedans. Et enfin, la nouvelle frontière, celle du virtuel et du numérique. Il ne s'agit pas seulement de garantir le haut débit partout, c'est pas ça le sujet. L'autre sujet, c'est que les Français soient en tête, comme ils le sont, dans le monde, la conquête du monde virtuel et d'ailleurs son installation. Ça va depuis les jeux vidéo à toutes les techniques d'apprentissage et éducatif qui passent par le virtuel et la 3D, qui est l'avenir de l'expression artistique. Voilà, bon, ça c'est ta feuille. Cette fois-ci, j'ai fait celle-ci aussi, décidément, tout est à toi sur ce plateau. Voilà, ça y est, j'ai dit mes 7 points. Je crois que c'est dans le dossier de presse, non? C'est dans le dossier de presse, parfait, donc j'ai pas été trop vite. Excusez-moi, j'avais oublié que c'était déjà là, j'aurais pu vous épargner ça. Alors, Madame Ravinel? Une question sur la situation sociale du pays. Sur la situation sociale en France aujourd'hui. Dans le programme? Comment justement qui va servir à vos contributions, je pense, et qui va enrichir les auditions. Vous avez dit il y a quelques jours que vous pensiez que Manuel Valls ne serait plus là dans 2 mois. Est-ce que vous le pensez toujours et est-ce que vous pensez quelle analyse vous faites du bras de fer actuellement justement entre le chef du gouvernement et les syndicats? Je me permets respectueusement de faire remarquer que ce n'est pas le sujet. Ça participe au sujet. Bon, alors, je veux bien, on a tout à l'heure, je vous répondrai de manière particulière sur cette question. Croyez bien que j'ai une réponse, hein, mais je ne voudrais pas gâcher fût-ce des précieuses secondes que vous accepterez d'accorder à notre affaire de programme. Donc si vous voulez bien, on termine sur la campagne, le programme. Vous pourrez aussi dialoguer avec mes amis. J'y tiens beaucoup. Je voudrais que vous fassiez leur connaissance pour que vous compreniez comment tout ça fonctionne et quelles sont les ramifications extrêmement amples du système, du programme à l'intérieur de ma campagne. Parce que vous allez en entendre parler tout le long. Parce que comme l'a dit Jacques, je crois que c'est Jacques, non c'est toi qui as parlé de ça, il y a une convention du programme et j'ai eu le plaisir de vous informer qu'elle aura lieu en octobre et que ce sera la première convention du mouvement à la France insoumise
et qu'à cette occasion, sans doute, nous allons doter le mouvement à la France insoumise d'une assemblée représentative. Ce qui signifie que je compte bien que ceux qui ont l'intention de participer à cette campagne aient l'amabilité de tenir compte du calendrier et du fait qu'il s'agit d'une campagne et pas d'une formalité administrative que nous allons accomplir. Et nous faisons une campagne pour gagner cette fois-ci. Quand on part à 3% et qu'on finit à 11%, on peut penser raisonnablement que quand on part à 12%, on a une chance de finir beaucoup plus haut. En tout cas raisonnablement plus haut, et donc d'être directement dans la compétition pour gagner. Je ne veux pas exagérer la qualité de ma position, mais je la crois forte, je la crois stable, parce qu'elle est basée sur un socle de gens qui s'apprêtent, qui ont déjà pris une décision politique, qui n'est pas une décision politique prise sur un coup de tête, un coup de com', une belle affiche ou un beau logo, mais qui est bâtie sur 5 ans de lutte implacable que nous avons menée, de production intellectuelle, d'une fermeté totale dans les circonstances, et en essayant tout le temps de trouver des issues, des sorties par le haut, démocratiques, collectives pour notre peuple. Et donc je crois que la cohérence, la stabilité, la ténacité sont en train d'être récompensées. Et je veux croire qu'elles finiront par être préférées, et pas seulement récompensées, à la pusillanimité de dirigeants ineptes qui se sont présentés en disant « je suis prêt » alors qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient faire de leur lendemain, et combien d'autres. Je pense que le pays est en train de comprendre que M. Valls est juste un avant-goût de la brutalité sociale qui dorénavant se déploie sans vergogne et sans retenue. Valls, c'était déjà pire que Sarkozy, mais Juppé nous annonce encore pire dans son programme. Et je crois que les gens n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas envie d'entendre pour la énième fois le catéchisme libéral récité à toutes les sauces. Donc chaque page se termine par la conclusion « vous aurez moins, vous devez souffrir, vous aurez moins de soins, moins d'éducation, moins de ceci, moins de cela ». Ils veulent qu'on s'attaque aux problèmes qui vraiment sont entrés dans notre vie. Et les problèmes qui sont entrés dans notre vie, c'est pas le niveau des charges sociales, comme ils disent. Les problèmes qui sont entrés dans notre vie, c'est que l'air est irrespirable, qu'on a un mal de chien à se nourrir correctement, qu'on n'arrive pas à éduquer les gosses correctement, qu'on n'est plus soigné normalement, et ainsi de suite. C'est ça, la vie des gens, et pas leurs élucubrations qui sont destinées à abasourdir, stupéfaire, sidérer, davantage qu'à faire réfléchir. C'est pour ça qu'on est parti de si loin, voyez-vous. C'est pour ça qu'on a commencé si tôt la campagne, parce que nous voulons nous enraciner. Nous ne sommes pas à la recherche de groupies. Nous sommes à la recherche de citoyens conscients, éduqués, et par conséquent disciplinés dans l'action, parce que ce qui va se passer va faire appel aux meilleurs d'eux-mêmes. Et en particulier pour faire cette campagne. Moi, j'arriverai jamais à réunir les millions et les millions que tous ces gens réunissent à chaque campagne. Mais moi, j'arriverai à organiser des dizaines de milliers de gens qui vont intervenir par eux-mêmes, gagner, conquérir le voisin, l'ami, le parent, et l'amener au vote. Il faut à tout prix que les 60% d'ouvriers et d'employés qui n'ont pas voté dans les élections intermédiaires aillent aux urnes. Il faut à tout prix qu'on comprenne que le vrai changement se fait par la démocratie. Et que si on ne participe pas à la démocratie, à la vie de la cité, ça veut dire qu'on l'abandonne aux autres. Bref, voilà, ça va être notre programme de travail. Pardon, je ne sais plus à qui je répondais en disant tout ça. À vous? Petite parenthèse, des citoyens conscients et disciplinés, est-ce que c'est toujours des insoumis? Est-ce que rassembler les insoumis autour de vous? Oui, parce que l'insoumission, Madame Ravinel, c'est pas une gesticulation, c'est pas un acte de rébellion irréfléchie. C'est le contraire. Il faut s'organiser, il faut être dans le collectif. Mais ça prend racine dans une décision personnelle de refus de l'ordre établi. Un lanceur d'alerte aujourd'hui sait qu'il va le payer cher, mais c'est sa conscience qui prédomine. Après, il y a l'action collective, parce qu'un lanceur d'alerte tout seul, il peut rien. Il peut que s'il y a une action collective. Et quand je dis discipliné, c'est parce que moi je suis économe de l'énergie des autres. Les gens dont j'ai besoin, c'est des gens qui sont au travail ou n'y sont pas, et qui ont besoin qu'on trace des perspectives claires, qu'on donne des objectifs, des rendez-vous, et pas ce blabla fumeux que je vois aujourd'hui encombrer ces discussions interminables sur les primaires de la gauche qui auront lieu, qui n'auront pas lieu, qui de toute façon sont une mystification annoncée à l'avance.
Oserais-je juste ajouter un mot, madame, vous verrez, que citoyen insoumis, c'est un pléonasme. Je ne connais pas de définition de la citoyenneté qui repose sur la soumission. Et il n'y a pas d'entre-deux entre la soumission et l'insoumission. La démocratie, c'est ça. Hein, c'est les individus qui arrivent à la maturité, hein, dit Emmanuel Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, qui passent de l'état de minorité à l'état de majorité. Un citoyen majeur est par définition insoumis. Ce qui n'empêche pas d'être discipliné, justement, quand il s'engage dans une action collective, pour suivre une règle qui a été définie en commun par ceux qui participent. Donc ce qui vaut pour la démocratie vaut pour tout mouvement politique. Mais l'insoumission, oui, c'est la base. Et la soumission, c'est ce qui nous tue depuis déjà quelques décennies. Bon, c'est bon? On disperse, non? Oui. Vous l'avez. Et vous, qui êtes-vous? Flavien Ramonet. Et oui, mais d'accord, mais c'est quoi votre média? Europe 1. Ah, pardon. D'accord. Vous avez lancé un mouvement qui prétend dépasser le cadre des partis. Je veux savoir pourquoi une telle initiative et en quoi elle dépasse le cadre des partis. Bon. D'abord, c'est un mouvement et pas un parti. Et bienvenue quiconque veut se joindre à nos efforts, qui a lu le programme, ou qui veut y participer, ou qui comprend pourquoi il faut tourner la page. Ça veut dire qu'on ne demande pas aux gens quelle carte de parti ils ont dans la poche, parce que certains en ont. Par exemple, mes camarades du parti de gauche ont une carte de parti dans la poche. Il y a des communistes qui ont une carte de parti dans la poche et qui n'ont pas l'intention de la rendre, qui sont là, et puis des gens qui viennent de tous les horizons et qui n'ont pas de carte de parti. Le seul contrat qui prévaut entre nous, c'est l'accord sur la démarche et sur le programme. Point. Donc, quoi que l'on ait voté auparavant, que l'on ait voté ou pas, quel que soit le parti dont on vient, si vous êtes d'accord avec ça, bienvenue. Et si vous respectez naturellement ceux qui s'y trouvent. Il était clair qu'il fallait, vous savez très bien que dans l'autre gauche, et en particulier dans le front de gauche, nous sommes morts de ça, de l'incapacité de proposer un cadre dans lequel tout le monde puisse être à sa place avec ou sans carte de parti. Marie-Georges Buffet et moi, un temps, nous avions proposé qu'on construise une organisation qui devait s'appeler les partisans du front de gauche. Bon, tout ça a été refusé par le Parti communiste, c'est bien son droit, mais à partir de là, nous avons commencé à croupir, on a un cartel de partis. Les partis sont indispensables et leurs comités de liaison le sont tout autant. Mais ça ne peut pas être la perspective que vous proposez aux citoyens, parce que vous savez très bien qu'il y a un message implicite. C'est venez, hein, vous soutenez, mais c'est nous qui décidons. Et nous nous arrangeons entre nous. Donc c'est ça que ça veut dire quand vous faites un cartel de partis. Tandis que quand vous faites un mouvement, bah, tout le monde vient, participe, donne son avis. Bon, je règle deux problèmes d'un coup. Le problème de la candidature est le plus simple, M. Ramonet. C'est le plus simple. Des gens veulent faire croire que c'est très compliqué de s'accorder. Oui, c'est difficile de s'accorder, mais il n'est pas difficile de trancher. On le sait depuis Alexandre et le nœud gordien. Voilà, j'ai tranché le nœud gordien. La question du candidat à la présidentielle est simple et beaucoup plus compliquée les 571 autres qu'il va falloir trouver pour les élections législatives. J'observe que personne ne propose de faire des primaires à la base et autres sornettes à ce sujet. Je crois noter que, par contre, c'est même le contraire. Tout le monde aimerait bien que ça se règle à quelques-uns dans une pièce et qu'on n'en parle pas trop. Eh bien, cela n'aura pas lieu. Il y aura des candidats de la France insoumise dans tout le pays à l'élection législative. Alors, qui ce sera? Je ne sais pas à cette étape. Mais il y aura des candidats de la France insoumise partout. Je règle toutes les questions en même temps. La candidature, le mouvement, le programme. Je le fais en continuité avec ce que nous avons fait dans le passé, mais dans une dimension nouvelle. Je ne propose pas aux gens de m'épouser. C'est pas ma proposition. Donc je ne leur demande pas de me trouver aimable, beau et séduisant. Je demande seulement qu'on me dise si on est d'accord entre nous sur un programme d'action pour changer ce pays. Voilà, point. Et à partir de là, ceci constitue un contrat suffisant. Donc, c'est en dehors du cadre des partis, parce que je n'ai demandé la permission à personne. C'était la condition de la crédibilité. Mais bien sûr que j'ai l'appui d'un certain nombre d'organisations. D'abord le Parti de gauche, dont je suis membre, ce n'est un secret pour personne, c'est le premier qui s'est prononcé le mois de septembre. Ensuite, c'est la Nouvelle Gauche Socialiste, de M. Limvanok. C'est le groupe qui est constitué autour de M. Francis Parny, qui sont des communistes.
et ainsi de suite. Combien d'autres pourrais-je évoquer? Des gens qui sont membres d'aucun parti, mais sont des intellectuels. Bon. Mais je ne veux pas faire dans le sensationnel. Ce n'est pas parce qu'on viendra me dire tous les jours, je ne sais pas quoi, c'est une opération en solo, etc., que je me sentirai obligé de répondre sur le terrain sur lequel on voudrait que je me situe. Ce n'est pas le problème. Les personnes importantes, les parfumés, les importants, le moment venu, occuperont tout l'espace qui est naturellement leur est dû et sans lesquels le monde est vide, cela est bien connu. Bon. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est mettre en mouvement 4 millions de personnes pour qu'elles en attrapent 3 autres, pour qu'on arrive à faire 7 millions, pour qu'on gagne. Voilà mon sujet. Et je n'ai pas une minute à perdre dans d'obscures tractations qui rendraient illisible mon message. Ça va, j'ai déjà donné 3 fois, au municipal, au départemental et au régional. Point barre, on tourne la page. On passe à autre chose. Et tout à l'heure, Jacques l'a dit, c'est dans un collectif. Mais apprenez à respecter les gens tout de même. Vous avez 105 000 personnes qui disent « j'appuie la candidature de Jean-Luc Mélenchon » et on ose me dire ces personnes, mais pour qui se prennent ceux qui disent ces personnes? Des milliers d'intellectuels qui font mouvement vers nous, des milliers de syndicalistes. Nous avons publié une liste de 2000 syndicalistes, parmi lesquels vous avez des responsables nationaux de toutes les centrales syndicales. Et ce ne serait personne. Pourquoi? Parce qu'il me manque la liste des 6 personnes qui tournent en rond avec cette affaire de primaire, dont on ne sait pas si elle aura lieu ou elle n'aura pas lieu, et qui est quoi là-dedans, et si ce n'est pas tout simplement une espèce de grande mascarade pour faire l'amnistie de M. Valls et M. Hollande. Alors, chacun joue sa partie, eux ils font ça, très bien, ça les occupe, et nous faisons autre chose, qui est construire, je le redis, c'est un mouvement de masse dont nous avons besoin. Une insurrection citoyenne, ça se construit, ça ne s'improvise pas, c'est pas un coup de com'. Il me faut 4 millions de personnes se mettant en mouvement pour en attraper 2 ou 3 autres pour qu'on gagne. Voilà le but. Alors ça, c'est ça s'organise, et là, nous venons de faire une espèce de répétition générale, et nous terminerons le 5 juin, de toutes les figures d'une campagne politique de masse. Annonce de candidature, programme, déploiement sur le terrain, mise en place des groupes d'appui, mise en place des groupes programmatiques. Ça veut dire que des dizaines de réunions vont avoir lieu dans le futur, puisqu'on est sur le programme, vont avoir lieu sur chacun des chapitres, avec tous les protagonistes que ça intéresse, avec les citoyens. Voilà la méthode, c'est une méthode concrète, c'est une méthode de campagne, c'est une méthode démocratique, pas d'arrangement, démocratique. Bon, j'espère que ça marche, alors après, bon, bah, c'est clair que je commence cette campagne plus détendue que la précédente, hein, ça c'est clair. Bon, on arrête là, d'accord, hein, et puis on va qu'à nos occupations. Bien, merci à tous.